Bonjour, bienvenue dans ce journal de 15 heures. dont voici les titres de l'actualité. Versement historique des archives des institutions publiques. Également dans l'actualité, Israël commet l'un des génocides les plus cruels de l'histoire moderne à Gaza. C'est ce que nous verrons en fin de journal. C'était les titres, place au développement, mais nous entamons ce journal par ce message de félicitations émanant du président français Emmanuel Macron à l'occasion de la fête de l'indépendance nationale. Le président français Emmanuel Macron a fait parvenir un télégramme de félicitations au président de la République Ismaël Omar Guelleh à l'occasion de la célébration de notre fête d'indépendance, exprimant également ses chaleureuses félicitations au président et au peuple de Djibouti. Je suis heureux de vous adresser en mon nom personnel et en celui du peuple français mes vœux les plus sincères pour votre pays et pour l'ensemble des Djiboutiens. À ce propos, a indiqué le président français. Le président Macron mit également à profit ce télégramme pour se réjouir de la qualité des liens de coopération entre les deux nations. La France et Djibouti, a-t-il indiqué, entretiennent une relation dense et chaleureuse. L'étroitesse de notre coopération reflète donc le nombre et la qualité des projets que nous menons ensemble, a ainsi écrit le président français, pour qui l'année écoulée a permis aux deux pays de renforcer davantage la relation profonde d'amitié et de confiance entre eux. Nos échanges ont permis de vous dire l'importance toute particulière que j'attache à notre coopération et je me réjouis de l'excellente relation de travail que nous avons développée, a dans le même élan noté le président français, se félicitant du fait que les deux pays s'emploient ces dernières années à étendre leurs liens de coopération économique bilatérale, à ouvrir leurs partenariats dans des domaines stratégiques tels que le spatial. Le président français saisit également cette occasion pour faire état de sa satisfaction quant au renouvellement l'an dernier des traités de coopération en matière de défense qui unit nos deux pays, n'a pas manqué non plus de louer la série fructueuse de collaborations récentes entérinées entre les deux nations. Le président Macron a salué l'engagement personnel du président de la République Ismaël Omar Guelleh en faveur de la paix et de la sécurité dans la Corne de l'Afrique, avant de réitérer sa détermination à bâtir dans la durée une coopération toujours plus étroite dans les domaines entre les deux pays et les deux peuples. Autre message de félicitations entre le président français, le prince Albert II de Monaco, le président congolais Denis Sassou Nguesso, le président du Conseil de la République du Yémen, Rachid Al-Alimi, le président de la République de Corée, le président de la Mongolie viennent entre autres également adresser des télégrammes de félicitations à l'occasion de la fête d'indépendance de notre pays. Je vous le disais dans les titres, le département des archives nationales a accueilli hier matin une cérémonie solennelle marquant une étape majeure dans la préservation du patrimoine archivistique national. Placé sous le patronage du président de l'Assemblée nationale d'Illeta, Mohamed Dilleta, la présidence de la République, l'Assemblée nationale, le ministère du Travail, chargé de la formalisation de la protection sociale, ont procédé à un versement coordonné et simultané de leurs archives définitives aux archives nationales. Un geste symbolique ancré dans une vision stratégique. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie du projet phare visant à appuyer le développement des pôles de croissance agricole, en ce qui concerne ces archives.
Moi, c'est toujours un plaisir vraiment de prendre la parole ici, dans ce lieu qui est vraiment imposant, solennel. Et c'est comme l'a souligné le directeur général, c'est la 4e fois que nous venons, mis à part les différents ateliers auxquels nous avons pu prendre part, afin de travailler et de remémorer ces archives, ce devoir de mémoire que nous avons, ce devoir de mémoire que nous devons commémorer. Et à chaque fois que nous venons ici, nous rappelons l'importance de notre patrimoine. Quand on parle des archives, on fait souvent allusion à des vieux papiers qui sont perdus dans les recoins de l'administration, mais on oublie simplement que ces archives, ce sont le fruit et c'est le travail de tous ceux et de toutes celles qui nous ont précédés. C'est aussi notre travail et nous devons de préserver ce patrimoine pour pouvoir le transférer demain aux générations futures. Suivant cette fois les interventions donc du ministre du Travail et ministre du Commerce par intérim du ministère de la Jeunesse et de la Culture. C'est avec fierté que nous procédons aujourd'hui au versement définitif des archives de la direction de l'administration publique du ministère du Travail aux archives nationales. Ces versements témoignent de notre volonté de constituer et de préserver un véritable patrimoine administratif. La mémoire des anciens serviteurs de l'État mérite d'être honorée, conservée et transmise. Cette initiative s'inscrit dans les dynamiques portées par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, de faire de la digitalisation de l'administration une priorité. Ainsi, mon département est fier de s'inscrire dans cette dynamique de transformation numérique et de contribuer à la structuration d'un patrimoine documentaire national fiable et accessible au service des générations présentes et futures. Je tiens, avant de conclure, à remercier chaleureusement tous les agents de tous bords qui ont pu contribuer à cette belle initiative. Ensemble, nous faisons de la modernisation administrative une réalité. C'est avec une grande satisfaction que nous nous réunissons aujourd'hui à la Bibliothèque nationale pour marquer la réception officielle de plusieurs versements importants d'archives définitives. Nous accueillons aujourd'hui le 4e lot d'archives définitives de la présidence de la République. Et au passage, je félicite le secrétaire général du gouvernement qui ne cesse vraiment de fournir des efforts louables par rapport à ces thématiques. Le 2e lot d'archives définitives de l'Assemblée nationale et le 1er lot d'archives définitives du ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale. Ces versements constituent un acte fort et concret au profit de la préservation de notre mémoire institutionnelle. Ils reflètent l'engagement de ces institutions à respecter les principes de bonne gouvernance, de transparence et de valorisation du patrimoine administratif. Je tiens à féliciter vivement les équipes des départements concernés, à savoir l'Assemblée nationale, le secrétaire général de la présidence, mais également le ministère du Travail, car ils participent activement à la construction d'une mémoire nationale fiable, consultable et utile aux générations actuelles et aux futures. Le président de l'Assemblée nationale d'Il-Leta, Mohamed Dilleta, a pris la parole. Voici un extrait de son intervention. Responsabilité et un sens des devoirs du mémoire que nous nous réunissons aujourd'hui pour procéder au versement simultané des archives de plusieurs institutions clés au sein de l'Archive nationale. Lieu de mémoire, de conservation et de valorisation de notre patrimoine. Ces moments symboliques constituent bien plus qu'un simple acte administratif. Il incarne la tradition concrète de nos ambitions, celle de bâtir une gouvernance moderne, rigoureuse et ancrée dans le respect de notre mémoire collective. En cette journée, l'Assemblée nationale, la présidence de la République
et le ministère du Travail accomplissent un geste fort, un geste de transparence, de transmission et de fidélité pour notre histoire. Ces versements collectifs, coordonnés et encadrés, s'inscrivent dans le sillage du programme national des modernisations des archives publiques, piloté par le ministère de la Jeunesse et de la Culture, avec l'appui méthodologique et technique du secrétariat général du gouvernement. Pour l'Assemblée nationale, ce sont près de 800 textes législatifs, soit une soixantaine de boîtes, couvrant 2 législatures de 2 années d'activité parlementaire, couvrant les années 50 ou 60 des siècles derniers, c'est-à-dire les 6e et 7e législatures de la Chambre des députés du TFAI, qui ont été traités, triés et numérisés avec soin par les personnels de la direction, de la documentation et l'expertise technique de l'Assemblée nationale. Ce deuxième lot comprend les textes de délibération, des propositions, des résolutions, des recommandations, d'arrêtés, de vœux et des questions écrites et orales réalisées par la Chambre des députés dans les années 1963 jusqu'à 1973. Cet ensemble de textes héritage précieux pour les générations à venir, autant que pour les juristes que pour les historiens actuels, constitue une contribution majeure pour le patrimoine touristique de la République. Concernant la présidence, je ne suis pas très bien placé pour dire, mais ça concerne plus de 20 801 documents répartis en 261 boîtes qui sont désormais confiées aux archives nationales. Le ministère des Affaires musulmanes et des Biens Waqf a organisé une cérémonie qui a rassemblé l'ensemble d'une délégation officielle du Hajj de cette année 2025. En effet, lors d'une cérémonie solennelle qui s'est tenue au restaurant Bent Mandi pour honorer les membres du bureau des affaires des pèlerins de Djibouti, chaque membre du bureau a reçu une attestation de reconnaissance officielle, témoignage de la gratitude du ministère pour leur contribution exemplaire à l'organisation du pèlerinage. La cérémonie s'est conclue par un déjeuner convivial en leur honneur. À titre de rappel, 1400 pèlerins djiboutiens ont accompli cette année les rites du Hajj sous la supervision d'une délégation officielle du Hajj mandatée par le ministère des Affaires musulmanes et des Biens Waqf. Le directeur des Affaires musulmanes et président de la délégation officielle du Hajj de cette année, Ismail Hassan, a dans un mot prononcé. Il a remercié le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barré, pour les efforts soutenus et l'appui constant accordé aux membres du bureau des affaires des pèlerins djiboutiens. Il a également annoncé la campagne de pèlerinage pour l'année 2026 qui débutera officiellement le 7 septembre 2025, conformément aux directives des autorités saoudiennes. Dans cette optique, le ministère des Affaires musulmanes et des Biens Waqf prévoit de lancer une vaste campagne de sensibilisation d'informations destinées à mieux préparer les futurs pèlerins et garantir ainsi un dévouement optimal pour le Hajj de l'année 2026. Prenons la parole à cette occasion. Le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barré, a salué le travail remarquable accompli par le bureau, soulignant le rôle essentiel dans l'accompagnement, l'encadrement, le bon déroulement du pèlerinage pour les pèlerins djiboutiens allant de la Mecque à Médine ainsi qu'aux sites sacrés de Mina, Arafat et Muzdalifa. Le ministre des Affaires musulmanes s'est également réjoui de l'excellence de la coopération, du travail accompli par le bureau, c'est l'union, l'engagement, la rigueur, leur professionnalisme dans l'encadrement de pèlerins. Il a rappelé que cette parole divine œuvrée dans le chemin d'Allah, son prophète et les croyants verront leur œuvre récompensée. Il a également indiqué que vous avez été au service de votre nation, au service de vos pèlerins avec foi et abnégation. Une cérémonie de clôture d'une formation essentielle sur le système photovoltaïque.
Cette cérémonie de clôture mémorable s'est tenue hier au lycée industriel commercial, marquant la fin de 2 semaines de formation intensive consacrée au système photovoltaïque. L'événement, présidé par le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle en présence de l'ambassadeur de Turquie, a également rassemblé le coordinateur de la TICA, l'agence turque de coopération, de coordination, ainsi que des représentants de haut niveau du MENFOP. Cette formation cruciale pour le développement des compétences locales en matière d'énergie renouvelable a profité à une trentaine de formateurs issus de l'enseignement professionnel, animés par 2 experts turcs de renommée internationale. Elle avait pour objectif de fournir aux participants les connaissances nécessaires pour enseigner l'installation, la maintenance, le dépannage des systèmes photovoltaïques. Cette initiative s'inscrit dans une démarche visant à préparer un avenir énergétique plus durable à Djibouti. Lors de la cérémonie, des attestations ont été remises aux participants reconnaissant leur assiduité, leur détermination. Tant le secrétaire général du MENFOP que l'ambassadeur de Turquie ont souligné l'importance de cette initiative. Le CLE a accueilli une cérémonie d'attestation officielle à 32 formateurs nouvellement certifiés en gestion coopérative. Les 32 lauréats sélectionnés parmi les 36 participants ici de divers horizons. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie du projet phare visant à appuyer le développement des pôles de croissance agricole dans des zones tels que Adoua, Mouloud, le Grand Bara, Holhol, PK25 ainsi que des investissements dans les infrastructures rurales, l'appui aux investissements agroalimentaires, le renforcement des chaînes de valeur prioritaires formées pour transformer, tel est le mot d'ordre porté par cette première cohorte appelée à devenir le fer de lance de l'agriculture djiboutienne, plus résiliente ainsi qu'une plus compétitive. Compétences techniques capables d'accompagner la structure de la gouvernance coopérative agricole, maillon central de l'économie rurale. Une année internationale des coopératives. Aujourd'hui, en 2025, les Nations Unies ont proclamé 2025 comme année internationale des coopératives, pour une deuxième fois en si peu de temps. Ça n'arrive pas souvent. Ça n'arrive pas souvent parce que les Nations Unies voulaient donner la preuve que les coopératives, ce n'est pas une mode passagère. Elles représentent une réponse structurante et durable, inclusive à certains des plus grands défis du monde contemporain. Lutter contre la pauvreté rurale, créer des emplois décents, renforcer la sécurité alimentaire, encourager l'entrepreneuriat coopératif. C'est ce que les coopératives nous permettent de faire. Dans de nombreux pays africains, les coopératives ont permis de transformer spectaculairement l'agriculture. Et prenons la parole à cette occasion, le directeur général du CLE, Cheikh Mohamed, a souligné l'importance stratégique de cette formation dans le renforcement des compétences locales. Qui vient de s'achever s'inscrit dans le cadre du projet phare. Ce projet, grâce à l'appui de la Banque mondiale, de l'AFC, d'ailleurs j'aimerais remercier
l'AFC, la Banque mondiale, parce que ce programme n'était pas prévu dans le projet. Ils l'ont rajouté parce qu'ils croient, comme nous, au potentiel de Djibouti. Et donc, ils nous l'ont offert, ils ont financé. Et j'aimerais vraiment témoigner une mention spéciale à cet élan. Dans les mois à venir, le CLE donc, va poursuivre ses actions, bien entendu, aux côtés du ministère, aux côtés de ses partenaires, pour que ce qui a été aujourd'hui réalisé se traduise concrètement sur le terrain, donc dans l'accompagnement des coopératives et également à favoriser l'esprit entrepreneurial dans le monde rural. Ce travail que nous allons réaliser ensemble, c'est la traduction de l'ambition du gouvernement. Ce projet phare, qui est très important, vise à renforcer la compétitivité et la résilience des chaînes de valeur agroalimentaires. Dans un discours prononcé à cette occasion, le coordinateur adjoint de l'unité de gestion du projet phare et directeur technique du projet a indiqué que cette formation ne marque pas seulement la fin d'un cycle pédagogique, elle inaugure une dynamique de transformation structurelle de notre agriculture fondée sur l'intelligence collective, la structuration des filières et le renforcement du capital humain. Nous l'écoutons. Le projet phare porte une ambition claire, bâtir une économie rurale durable, inclusive et compétitive au service des femmes, des jeunes et des communautés agro-pastorales en général. Mesdames et messieurs, chers invités, chers partenaires, chers formateurs certifiés, chers lauréats, nous connaissons tous les défis. Moins de 3% des PIB proviennent du secteur agricole. Près de 90% de nos besoins alimentaires sont couverts par des importations. Nos zones rurales demeurent trop souvent à l'écart des développements économiques. Mais ce constat, aussi sévère soit-il, ne saurait résumer toute la réalité, car Djibouti dispose d'atouts réels, des terres exploitables, un savoir-faire pastoral transmis de génération en génération, une jeunesse ambitieuse et surtout une volonté politique affirmée d'atteindre la souveraineté alimentaire. Les projets phares est conçu pour transformer ces potentielles opportunités concrètes en misant sur l'intelligence collective, l'organisation économique des filières et le renforcement du capital humain. Il vise à améliorer les infrastructures rurales, l'accès au financement, l'appui aux investissements et surtout la structuration des coopératives agricoles solides, bien gouvernées et économiquement viables. C'est précisément dans ce cadre qu'est inscrite l'initiative que nous célébrons aujourd'hui, la formation d'un vivier national des formateurs spécialisés en gestion des coopératives. Pourquoi cette formation? Pourquoi maintenant? Parce que notre agriculture ne peut plus rester dans l'informel, à l'isolement ou à la précarité. Parce que les coopératives agricoles, si elles sont bien encadrées, représentent un levier puissant. Elles permettent de mutualiser les ressources, d'accéder au crédit, de mieux négocier les prix, de transformer les produits localement et de renforcer la solidarité économique en milieu rural. Mais pour réussir, elles ont besoin d'un accompagnement compétent, engagé et ancré dans les terrains. Et pour sa part, le secrétaire général adjoint du ministère de l'Agriculture, M. Ali Delouaès, a souhaité que cette première cohorte de formateurs certifiés devienne un levier concret dans la transformation des zones rurales. L'agriculture est confrontée à des défis majeurs. Une structuration encore insuffisante des filières, un accès limité au financement, des infrastructures incomplètes, des inégalités persistantes pour les femmes et une forte dépendance vis-à-vis des importations alimentaires. Mais à ces défis s'opposent de formidables opportunités. Des terres cultivables encore inexploitées, un potentiel important dans l'élevage, une demande croissante pour les produits locaux et des innovations technologiques à portée de main. Face à cette réalité, notre réponse est claire.
professionnaliser, structurer, accompagner. Chers invités, notre pays engage un tournant stratégique. Après des décennies marquées par une agriculture de subsistance, nous bâtissons aujourd'hui les fondations d'un secteur agroalimentaire structuré, compétitif et résilient. Le projet phare, comme le projet PEJAC, porté par le ministère de l'Agriculture avec l'appui de nos partenaires, la Banque mondiale, la Banque africaine, la Banque africaine de développement, le FIDA, pour ne citer que, porte cette ambition de transformation. Mais nous le savons tous, rien ne sera possible sans les hommes et les femmes qui font vivre notre agriculture. À l'occasion de la journée mondiale sans plastique, l'agence souveraine Carbone a organisé mercredi une journée de sensibilisation au casino de Haramous et au Cash Center. Cet événement s'inscrit dans une dynamique de mobilisation collective pour réduire l'utilisation des plastiques à usage unique et à promouvoir des alternatives durables. En partenariat avec les établissements Koubèche, cette initiative vise à éveiller leur conscience sur les dangers environnementaux liés à la pollution plastique tout en encourageant les citoyens, les entreprises et les institutions à adopter des pratiques plus responsables. Pour sensibiliser nos clients et encourager des gestes simples en faveur de l'environnement. Et donc aujourd'hui, à la place des sacs plastiques jetables distribués habituellement, nous offrons à tous nos clients, dès 5 000 francs d'achat, le sac Terre et Vert, qui est un sac cabas durable, pratique et surtout réutilisable. Et grâce à notre partenaire Sogreen, que nous remercions. Suivant cette fois cette réaction de la coordinatrice de ce programme, Madame Koran Abdijama. À l'occasion de la journée mondiale sans plastique, s'associe avec Casino et Cash Center pour la distribution donc, de sacs en craft. Ce sont des sacs réutilisables, ce sont des sacs écologiques. Aujourd'hui, c'est l'occasion vraiment de pouvoir sensibiliser une majeure partie des consommateurs à essayer de modifier leur mode de consommation en leur proposant aujourd'hui un choix d'aller vers des gestes plus éco-responsables. Aujourd'hui, la gestion des déchets est vraiment une composante importante de la transition écologique et énergétique de Djibouti. C'est l'une des prérogatives avec donc, le ministère de l'Environnement et du Développement durable que nous essayons de mettre en place. Sur le long terme à Djibouti, et ça passe par le changement de comportement face aux déchets plastiques. Nous allons à Arta cette fois pour le lancement de l'atelier de consultation qui se tient dans le cadre de l'élaboration de la stratégie nationale de cohésion sociale. Placée sous le parrainage du préfet de la région, Hassan Dabalé, cette rencontre s'est tenue en présence du président du conseil régional, El Mbouh, du conseiller technique du ministère de l'Intérieur, Ataye Waes, du directeur général du CETID, M. Samatar Abdi, ainsi que des représentants du PNUD. Plus d'une cinquantaine d'acteurs locaux issus des secteurs publics, privés, de la société civile d'Arta ont activement pris part à cet atelier de consultation, une démarche participative s'inscrivant dans la vision 2035. Elle repose sur un processus rigoureux lancé en 2021 par le ministère de l'Intérieur avec l'appui du PNUD, du CETID. Eh bien, ce processus comprend notamment une enquête nationale de perception et de plusieurs consultations sectorielles menées auprès des institutions publiques, du secteur privé, de la société civile et des partenaires au développement. Pour plus de précision, je vous propose de suivre le mot du préfet. C'est avec un réel intérêt et beaucoup de plaisir que je prends part à cette consultation dédiée à la vulgarisation de la cohésion sociale parrainée par le ministère de l'Intérieur au niveau des régions dont Arta a eu l'honneur d'abriter aujourd'hui et qui est à considérer comme une suite logique d'une série d'assises qui se sont tenues dans la capitale. De prime abord, je voudrais souhaiter la bienvenue à la délégation de haut niveau composée de partenaires techniques porteurs du projet,
ainsi que les personnes ressources intervenantes en charge de l'animation, modération du débat qui s'en suivra dans cette enceinte aujourd'hui. En effet, nous devons reconnaître sans ambiguïté que la cohésion sociale est un enjeu majeur pour le développement, car elle constitue le ciment d'une société harmonieuse et prospère. À cet égard, compte tenu du rôle prépondérant et essentiel que le TNI a joué pour garantir le bien-être de tous les membres de la société, minimiser les disparités et éviter la marginalisation, cela nécessite une action politique efficace, coordonnée et conjointe pour concrétiser cette ambition. C'est pourquoi il est primordial à ce que les échanges que je souhaite proactifs et constructifs soient focalisés sur les défis majeurs et enjeux centraux axés sur le fondement de la cohésion afin d'aligner les initiatives pour une meilleure responsabilité publique, soucieuse d'agir pour renforcer la résilience communautaire comme vecteur promotionnel de lutte contre les inégalités. À Dikil, il y a cette cérémonie officielle du lancement du projet lauréat du Grand Prix du chef de l'État sous le patronage du ministère de la Femme et de la Famille. Ce projet, porté par l'association Moudan, s'inscrit dans une dynamique d'autonomisation des femmes et de lutte contre les effets du changement climatique dans la région de Dikil. Dans un contexte marqué par la dégradation progressive des ressources naturelles, la désertification, l'irrégularité des pluies, ce projet met en lumière le rôle central que peuvent jouer les femmes dans la préservation de l'environnement à travers des activités telles que la plantation d'arbres adaptés au climat, la création d'espaces verts communautaires, la sensibilisation de l'éco-citoyenneté et de la promotion des pratiques durables. Ce projet vise à renforcer la résilience des communautés rurales tout en valorisant les compétences féminines. Cette séance a été marquée par une présentation du projet, de ses objectifs suivis d'une première activité symbolique, une opération de plantation d'arbres illustrant la volonté d'agir rapidement et concrètement sur le terrain. Cette action collective a permis d'impliquer les participantes dans un geste fort symbolique. Grand Prix des chefs de l'État 2025. Porté avec fierté par notre association Moudan, votre présence nombreuse et chaleureuse témoigne de l'importance que nous accordons collectivement à l'engagement des femmes et des organisations communautaires dans la protection de notre environnement et le renforcement de la résilience face aux effets du changement climatique. En premier lieu, je tiens à adresser au nom de l'association Moudan et en mon nom personnel nos remerciements les plus sincères à son Excellence le Président de la République, Ismaël Omar Guelleh, pour avoir honoré notre association en nous décernant de ses propres mains le Grand Prix du chef de l'État 2025. Je remercie tout particulièrement la Première Dame et Présidente de l'UNFD, Madame Khadra Mahamoud Haït, pour son engagement constant en faveur de la promotion des femmes et son appui aux initiatives portées par les associations féminines à travers tous les pays. Je tiens également à exprimer mes salutations les plus respectueuses et mes remerciements les plus chaleureux à Madame la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille. Nos vifs remerciements vont également au préfet de la région de Dikil et le président du conseil régional. Dans une allocution faite à cette occasion, le préfet de la région de Dikil, M. Hassan Abdi Roblé, a salué cette initiative comme exemple concret de la réponse locale face aux défis globaux portés par l'engagement de ces femmes en milieu rural. Un modèle d'action qui permettra d'être salué. Ce projet représente également une avancée majeure dans la reconnaissance du rôle des femmes comme actrices du changement et porte ambition de faire de Dikil. Dans cette région, il a également rappelé les défis globaux portés par l'engagement de ces femmes.
En sport, cette fois, le coup d'envoi du tournoi d'été dans la ville de l'Unité. La région de Dikil a officiellement lancé l'édition 2025 du tournoi d'été organisé par la sous-direction régionale du secrétariat d'État chargé des sports en étroite collaboration avec les associations sportives locales. Cet événement marque un temps fort de la saison estivale dans la région. La cérémonie de lancement s'est tenue sur le terrain gazonné de Dikil en présence d'une délégation du secrétariat d'État chargé des sports, conduite par le directeur des régions Omar Hassan, accompagné du sous-directeur régional de Dikil, Jama' Hersi, ainsi que de plusieurs représentants associatifs et figures sportives locales. Le secrétaire d'État chargé des sports, son Excellence M. Hassan Mohamed Kamil, une équipe composée du sous-directeur, le directeur régional de la région, accompagné par son staff technique. La sous-direction régionale de Dikil vient de lancer les activités dans l'ensemble de la région de Dikil, qui est Sangal, Yobaki, Asseila et Moulout. Les différentes activités qui ont été prévues pour ces Jeux d'été sont le handball, le basket, le football, le pétanque, ainsi que la course et l'athlétisme. Pour ça, nous remercions le secrétaire d'État chargé des sports pour organiser ce jeu afin que les jeunes puissent être épanouis et puissent être encadrés durant les 3 mois d'été. Dans ces cas, ainsi nous remercions le préfet de la région, le président du conseil régional pour leur bon encadrement, pour leur soutien, pour que ces activités puissent être réalisées. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Je vous le disais dans les titres, Israël commet l'un des génocides les plus cruels de l'histoire moderne à Gaza. La rapporteuse spéciale de l'ONU sur les territoires palestiniens occupés, Francesca Albanese, a accusé Israël de mener l'un des génocides les plus cruels de l'histoire moderne, affirmant que la bande de Gaza est devenue un laboratoire d'expérimentation d'armes en absence de protection internationale effective pour les Palestiniens. S'exprimant devant le Conseil des droits de l'homme, elle a estimé que le nombre de victimes dépasse les 200 000 tués ou blessés, tout en soulignant que les experts de la santé considèrent ce chiffre comme largement sous-estimé. Elle a qualifié la situation dans les territoires palestiniens d'apocalyptique. Elle a appelé à un embargo international total sur les armes à destination d'Israël, ainsi qu'à la suspension immédiate de toutes les relations commerciales d'investissement. Elle a dénoncé également un mécanisme humanitaire israélien à Gaza, le qualifiant de piège mortel responsable de centaines de morts, et a critiqué les profits colossaux réalisés par les fabricants d'armes qui ont alimenté la guerre, notant que 85 000 tonnes d'explosifs, soit 6 fois la puissance de la bombe d'Hiroshima, ont été larguées sur Gaza. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous.